Ça y est, nous sommes déjà en 2022. Déjà bonne année à tous, meilleurs vœux, la santé, tout ça, je vous souhaite que du bonheur et que de la réussite pour cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit nouveauté, nouvelles choses, résolutions, bref, du neuf. Et s'il y a du neuf dans la vie de tout le monde, il y a aussi du neuf en MotoGP. Du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des news en MotoGP pour la saison 2022. Entre les nouvelles réglementations, les nouveaux circuits, les nouveaux teams et les nouveaux pilotes, peut-être que vous êtes un petit peu perdu. En tout cas, certains le sont sûrement. Parce qu'on peut pas être toujours au courant de tout, on peut pas suivre toute l'actualité non-stop. Mais pas de panique, on va commencer cette nouvelle année justement en faisant un point sur les nouveautés qui arrivent sur cette saison 2022 pour la catégorie MotoGP. On va aussi parler un petit peu de Moto2 et Moto3. Et commençons par le plus compliqué, le plus complet aussi, la réglementation. Il y a pas mal de nouveaux points du règlement qui changent en 2022, voyons ça ensemble. Avec ce qui s'est passé sur l'année 2021 mais aussi sur les années précédentes, on se doutait qu'à un moment, il y aurait du gros changement et des actions mises en place pour la sécurité des pilotes en moto. Et bien en 2022, on va mettre un peu le paquet là-dessus. Même si c'est des actions qui vont être plusieurs années à se mettre en place, le tout commence cette année-là, en 2022. Premièrement, une actualisation des règles pour ce qui est des séances de qualification. Dans toutes les catégories, les pilotes doivent réaliser un chrono au moins égal à 105% du temps effectué par le plus rapide de la session, que ce soit lors des séances d'essai libre ou de qualification, contre 107% auparavant. Cette actualisation de règles fait en sorte que les pilotes qui ne sont pas dans un tour chrono soient forcés d'être un petit peu plus rapides. En fait, en piste, en qualification, il y a vraiment deux types de pilotes. Ceux qui font leur tour chrono, donc qui attaquent très fort, et ceux qui sont dans un tour de lancement ou de décélération, ou qui attendent tout simplement. Et ben on veut éviter que ces pilotes-là, ceux qui sont plus lents, soient justement trop lents. Plus vous êtes lent sur la piste, plus vous mettez les autres en danger parce que derrière, ça attaque très fort. Donc on les force à être le moins lent possible et d'être plus rapide, même si c'est un tour où ils vont pas attaquer, on va les forcer quand même à attaquer un minimum pour pas mettre en danger les autres et pas qu'il y ait un écart entre quelqu'un qui fonce pour faire un tour chrono et quelqu'un qui est à moitié à l'arrêt dans un virage. Ensuite, parlons un petit peu des âges minimums pour arriver en Grand Prix, là aussi il y a de la nouveauté. Et même si ce changement ne va pas être effectif à 100% immédiatement, ça commence bel et bien en 2022. Ça sera plutôt sur 2022, 2023 et 2024 que ça va se faire, mais ça commence là, cette année. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés là-dessus. Les licences ne sont délivrées aux pilotes uniquement lorsqu'ils atteignent l'âge limite requis. Pour la Moto 3, c'est 16 ans et ce sera 18 en 2023. Pour la Moto 2, 16 ans également et ce sera 18 ans aussi en 2023. Et pour la MotoGP, 18 ans la majorité. Dans la catégorie Moto 3, une dérogation est accordée aux vainqueurs du championnat du monde FIM Moto 3 Junior, ou aussi appelé CEV, ou de la Red Bull Rookies Cup pour pouvoir participer au championnat du monde Moto 3 en tant que titulaire, wildcard ou remplaçant, même si le pilote n'a pas encore atteint l'âge limite requis pour la catégorie. Cependant, un âge minimum de 15 ans en 2022, 16 ans en 2023 puis 17 ans en 2024 sera obligatoire. Afin d'assurer une transition progressive, les pilotes ayant pris part au championnat du monde Moto 3 2022 à l'âge de 16 ans seront exemptés de cette règle, de sorte qu'ils puissent rester dans cette catégorie en 2023. Pour les pilotes remplaçants ou wildcard en Moto 2 et Moto 3 en 2022, l'âge minimum est de 17 ans. Alors oui, tout ça, ça fait du changement, mais ça a un sens. En fait, ça fait suite aux pilotes malheureusement décédés en 2021. Jason Dupasquier, Hugo Milan et Dinberta Viñales. Les hautes instances ont vraiment voulu changer les choses pour cette année et leur première initiative c'est celle-ci, faire en sorte que les pilotes arrivent en Grand Prix un peu plus tard. Ce qui fait qu'ils seront plus âgés, donc potentiellement avec plus d'expérience, plus de maturité et peut-être un petit peu mieux éduqués pour ce qui est du pilotage sur la piste. Et donc pas faire n'importe quoi, respecter correctement les adversaires, la piste, etc. En bref, on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de gamins immatures, etc. qui arrivent en Grand Prix. Alors je suis totalement d'accord avec ceux qui vont dire « mais Ken Pich, ça va absolument pas régler le problème ». Ça ne va pas le régler à 100%, mais je trouve que c'est une première bonne démarche à la situation. Il y a encore des choses à faire forcément, mais je trouve que c'est un bon point de départ de tout ça. Bon, après avoir vu le règlement sportif, passons au règlement technique. Et là, accrochez-vous, ça va être un petit peu plus pointilleux et un peu plus complexe. Premièrement, parlons de la catégorie MotoGP. Voici ce qu'il y a de nouveau. Les machines équipées d'un Hold Shot Device passif seront soumises à une procédure de contrôle. Auparavant, les équipes devaient, lors du premier événement de la saison, remettre au directeur technique des échantillons ou des plans détaillés de leurs pièces aérodynamiques. En ce qui concerne les machines de 2022, les teams devront désormais fournir des échantillons ou des modèles CAD 3D complets de ces éléments. Les pièces aérodynamiques homologuées des machines 2021 encore utilisées en 2022 seront toujours contrôlées selon les procédures actuelles. Bon, ça fait un peu brut dit comme ça, mais en gros, les directeurs techniques et de course veulent s'assurer que tout est en norme, qu'il n'y ait pas de triche, que tout soit en vigueur, que tout soit contrôlé de façon sécurisée. Donc on fait des check-ups avant et après pour voir si tout est ok, si tout respecte correctement le règlement. En fait, rien d'extrêmement nouveau là-dessus, ça s'inscrit tout simplement dans la lignée des vérifications qui sont déjà faites actuellement en MotoGP.
MotoGP. On contrôle les pneus, la pression des pneus, le poids de la moto, etc. Et bah là on continue, on va contrôler les nouveautés qui vont arriver, les nouvelles pièces, le hotshot device, etc. Autre changement aussi sur la moto, mais cette fois-ci c'est au niveau des freins, plus précisément des kits de freins vendus, mais aussi de leur nouvelle dimension. Cette règle est mise en place suite à une demande de Brembo directement, le fournisseur de freins en MotoGP. Les disques de frein en carbone doivent respecter l'une des 3 tailles autorisées pour le diamètre extérieur, 320 mm, 340 mm et 355 mm. Sur certains circuits et pour des raisons de sécurité, l'utilisation de disques de frein en carbone de 340 mm ou de 355 mm est obligatoire pour la course si celle-ci est déclarée sèche. Les circuits concernés par l'utilisation obligatoire de disques de frein d'au moins 340 mm sont Motegi au Japon, Spielberg en Autriche et Buriram en Thaïlande, des circuits avec de très gros freinages. Sur ces tracés, seuls des disques de 340 mm ou 355 mm peuvent être utilisés. Il n'existe aucune restriction sur la taille des disques de frein pour une course déclarée humide. Pour refléter ces changements, il y aura désormais 2 kits de frein alternatifs définis dans le règlement qui devront être fournis pour un coût maximal de 80 000 € comme l'indique le tableau ci-dessous. En fait, et c'est pas nouveau, Brembo met à disposition des kits de frein pour les équipes MotoGP qui peuvent les acheter pour 80 000 €. Désormais, les circuits MotoGP avec des gros freinages appuyés suite à des grandes lignes droites comme les Motegi, Spielberg et Buriram ne pourront être roulés qu'avec des MotoGP équipés de freins de 340 mm ou 355 mm. Et c'est justement cette dernière taille qui nous intéresse, 355 mm, c'est la petite nouveauté qu'amène Brembo en 2022 et c'est des nouveaux disques carbone qui sont tout simplement plus gros et donc plus performants. Bon, tout ça c'est une question de puissance de freinage. Quand la moto roule à 340-350 km/h et qu'il y a un énorme freinage en bout de ligne droite, eh ben il faut l'arrêter la moto. Et si on a des disques de frein carbone, ça aide. Si c'est des 340 mm, ça aide encore plus. Et alors là, si c'est des 355 mm, ça aide encore plus. Conclusion, sur ces 3 circuits-là, on est obligé d'utiliser au minimum du 340 mm et il est interdit de rouler avec des 320 mm. Bon, on va rester sur les freins, mais on va passer à la Moto 2. Il y a aussi une actualisation des règles là. En Moto 2, il sera autorisé d'ajouter des systèmes de refroidissement des freins et des disques à l'avant. Tous les 10 systèmes doivent être approuvés au préalable pour être utilisés en piste et la décision du directeur technique est définitive. Bon, rien de compliqué là-dessus, les Moto 2 évoluent et il faut aussi que le règlement évolue avec et les nouvelles pièces techniques. Donc pour aider à la gestion des freins, la gestion de la température des freins, mais aussi aider à la sécurité lors des phases de freinage en Moto 2, on autorise le fait d'y ajouter un système de refroidissement. Et enfin, on va passer à la Moto 3, là aussi il y a du changement au niveau de la technique, pas spécialement sur les freins, mais sur les pièces dites performance. Il y a un total de 3 nouveaux éléments de la moto qui sont désormais considérés comme des pièces performance et qui doivent être approuvés d'une façon un petit peu spéciale. En gros, ça doit être checké, étudié et homologué. Premièrement, le faisceau électrique complet de la moto, en incluant les connexions de câblage à la boîte à air, au tableau de bord, au boîtier papillon, au coupe-circuit et au panneau d'interrupteur intégré au guidon. Deuxièmement, l'ensemble complet de la pompe à carburant, allant de la pompe à carburant elle-même au boîtier papillon, en incluant tous les connecteurs et tuyaux. Et troisièmement, le régulateur de pression. Et allez, un dernier point pour le règlement technique, cette fois-ci on va parler de l'équipement de sécurité du pilote. Toujours dans la recherche et l'évolution de la sécurité pour les pilotes, le règlement évolue lui aussi. Chaque partie de la combinaison de course, des bottes et des gants du pilote doit avoir pour unique objectif de protéger en cas d'incident. Par conséquent, toute partie de l'équipement ayant pour seul but de renforcer l'effet aérodynamique du pilote n'est pas autorisée. La décision du directeur technique concernant la légalité ou non d'un élément est définitive. Et bien là aussi, rien de bien compliqué, on veut s'assurer que chaque évolution de l'équipement du pilote est fait non pas pour le faire aller plus vite, mais pour le mettre encore plus en sécurité. Conclusion, on peut s'attendre potentiellement à une suppression des éléments aéros sur les casques comme les ailerons derrière les Shark. Autre catégorie du règlement qui évolue, le règlement médical. Deux changements ici, tout d'abord sur l'aptitude physique à la course, voyons ce que ça dit. La commission a approuvé un certain nombre de nouvelles réglementations concernant le suivi médical effectué pour permettre le retour à la compétition. Il existe de nouvelles exigences concernant les données à prendre en compte lors de l'examen de la récupération d'une commotion cérébrale, d'un choc à la tête, à l'abdomen, cage thoracique et de blessures musculo-squelettiques telles que les fractures composées complexes ou celles nécessitant une intervention chirurgicale. En cas de doute, le médecin-chef, le directeur médical du MotoGP et le médecin de la FIM peuvent demander un avis complémentaire sur les rapports et les preuves fournies afin de déterminer le statut d'un pilote, apte ou inapte à faire la course. Un règlement qui pour moi évolue et tant mieux parce que c'est dans le bon sens. L'idée est simple, s'assurer qu'un pilote est réellement apte à reprendre la course après un incident, que ce soit une petite chute ou une grosse blessure. On veut s'assurer qu'une fois sur la moto, le pilote ne risque pas de tourner de l'œil, faire un malaise ou quoi que ce soit qui pourrait le mettre lui en danger et les autres. Pour ça, on fait des check-ups encore plus approfondis et on
s'assure vraiment, mais vraiment que le pilote est réellement apte à faire la course. Tout ça dans le but d'améliorer la sécurité encore une fois. Et dans la lignée, on fait aussi évoluer le règlement pour ce qui est du casque des pilotes. Les casques de tous les pilotes emmenés au centre médical pour examination à la suite d'une chute doivent être conservés par le personnel soignant ou le médecin-chef. En cas de blessure à la tête entraînant une commotion cérébrale ou une perte de conscience, et sauf disposition spécifique d'une loi nationale, le casque doit être envoyé au laboratoire de la FIM à l'université de Saragosse pour une expertise et une analyse non destructive. Le fabricant du casque sera informé des tests réalisés et est en droit de les accepter ou de les refuser. Il pourra assister à l'analyse effectuée en laboratoire. Une fois l'inspection terminée, le casque pourra être restitué au pilote, à l'équipe ou au fabricant. Bon, encore une fois, sécurité, sécurité. Ce qu'on veut, c'est déterminer l'état du casque après une chute, donc s'assurer qu'il est soit apte à pouvoir être réutilisé une seconde fois, soit pas du tout, et dans ce cas-là, on le met de côté. Enfin, on le met de côté, mais pas longtemps, parce qu'on va faire un examen dessus pour savoir un petit peu dans quel état il est, et essayer de trouver pourquoi il est endommagé. Et pour le coup, le casque des pilotes qui se blessent à la tête sont directement mis de côté pour un examen, hein. Ils peuvent pas du tout être réutilisés, même si on dirait qu'ils sont en bon état. Non, non, on les met de côté et on leur fait faire un examen approfondi. Et bah tout ça, tant mieux, parce qu'encore une fois, on augmente la sécurité du pilote. Bon allez, encore un petit dernier point de règlement, cette fois-ci sur la discipline. Après, promis, je vous embête plus avec mes règlements. La sécurité change, augmente, et forcément, la discipline aussi en MotoGP. Une nouvelle règle apparaît donc, et la voici. Une nouvelle position a été approuvée pour les personnes impliquées dans l'évaluation des infractions au règlement, telles que les départs volés, le non-respect des limites de piste, etc. Ces personnes seront dorénavant appelées juges des faits. Aucun appel ne peut être déposé contre une décision des juges des faits sur des questions relevant de leurs compétences. Il a été confirmé que les informations concernant les réclamations et appels ainsi que les décisions des commissaires FIM MotoGP prises lors des épreuves, essais et courses peuvent être communiquées sur des écrans ainsi que sur les tableaux d'affichage. Ces communications sur les écrans publics sont considérées officielles. Bon, du côté de la direction de course, on veut plus que jamais que les incidents soient traités de la meilleure des manières possibles. Et pas qu'il y ait des quiproquos, des doutes, etc. Non, on veut traiter ça correctement. Bon, et on n'y va pas de main morte, visiblement, puisqu'on a des juges des faits qui sont carrément une autorité suprême. Enfin, presque. On peut faire appel à leurs décisions, mais on peut certainement pas faire appel quant à leurs compétences. On peut clairement pas arriver et dire « Non mais eux, c'est des incompétents, on veut revenir là-dessus ». Si on veut revenir sur quelque chose, il faut qu'il y ait une réelle raison. Et pas juste parce qu'on estime que c'est des incompétents. Donc là, ça va un petit peu serrer la vis à tout le monde. Voilà pour le règlement. Ça fait beaucoup, ça fait des gros blocs, mais je suis certain que ceux qui sont intéressés par les règlements ont bien compris tout ce qui s'y passait. Maintenant, il est temps de passer à la suite. Sachez qu'en 2022, le MotoGP verra la plus longue saison de son histoire avec pas moins de 21 épreuves. Et parmi ces 21 circuits, sachez qu'il y a deux petits nouveaux. Tout d'abord, le circuit de Mandalika en Indonésie qui aura lieu le week-end du 20 mars. Circuit qui a déjà été homologué et a même déjà vu les pilotes du World Superbike rouler dessus l'an dernier. Situé sur une île indonésienne, le circuit est au bord de l'océan Indien et offre une magnifique vue, un peu à la Phillip Island. Il a été construit en 2019 et est long de 4310 mètres avec ses 17 virages, 11 à droite et 6 à gauche. Circuit plutôt rapide dans l'ensemble, hein, les Superbikes roulaient en 1.34 là-bas, donc on va sûrement être vers les 1.32 en MotoGP. Donc circuit moyen, ni trop long, ni trop court. Voici pour le premier nouveau circuit, mais il en reste un deuxième, un nouveau circuit en 2022. Et là vous vous dites, mais attends Ken Piche, il n'y a que Mandalika qui est nouveau. Eh bien non, il y en a un qui est au calendrier certes depuis quelques années maintenant, mais qui n'a toujours pas été roulé. Notamment parce qu'il n'était pas fini à temps et donc pas homologué, mais aussi parce qu'il y a eu le Covid, tout ça vous connaissez. Ce circuit, c'est le fameux Kimi Ring, le tracé maudit en Finlande. Bon, je vous dis maudit car on n'en a toujours pas vu la couleur, et aussi parce que je le déteste sur les jeux MotoGP. Une piste longue de 4650 mètres, plutôt étroit avec beaucoup de dénivelé et une longue partie sinueuse. Bon, par contre, pour le nombre de virages, je vois sur internet des 21, 20, 17, visiblement, ils ne sont toujours pas d'accord, mais ça tourne majoritairement à droite. Pour le coup, le Kimi Ring, c'est un circuit qui a déjà été testé par certains pilotes MotoGP et qui n'a pas tellement été apprécié. Ah non, mais faut dire ce qu'il est. Donc on verra bien ce que ça va donner. Normalement, la course sera le week-end du 10 juillet. Normalement, hein, ça fait quelques années qu'on l'attend celui-là. Hein. Bon voilà, les circuits en 2022 c'est fait, il est temps de passer à une autre nouveauté, les teams en MotoGP. Pas mal de nouveautés aussi de ce côté-là, il y a 3 nouveaux teams en MotoGP et aussi la grille sera composée désormais de 8 Ducati. Ça aussi, ça fait de la nouveauté, hein. Et pour les teams, voici le premier. Yamaha With You RNF, anciennement Yamaha Petronas, voici le premier nouveau team. Et oui, le pétrolier part de la catégorie MotoGP pour laisser place à RNF, mais toujours avec l'équipe Sepang Racing Team et Razlan Razali. Sûrement un peu moins d'argent disponible qu'avec Petronas, mais une présence assurée pour les 5 prochaines années en tant qu'équipe indépendante. Autre nouveau team qui débarque, le team Gresini Racing.
Bien que la légende Fausto Gresini nous ait malheureusement quitté l'an passé, son nom continue d'animer les paddocks, notamment avec le team Moto2 et désormais le team MotoGP, qui sera d'ailleurs équipé de Ducati avec une line-up toute neuve également. Les deux dernières Ducati sont dans un nouveau team qui vient remplacer l'ancienne équipe VR46 et Avintia eSponsorama pour devenir Muni VR46 Team, l'équipe de Valentino Rossi, avec comme sponsor titre Muni, une entreprise de services bancaires italienne. Le doute planait au-dessus de l'équipe du docteur, notamment à cause des négociations compliquées avec Aramco qui finalement ne sera pas dans le projet. Voici donc pour les 3 nouvelles équipes en MotoGP. De bonnes nouvelles tout ça, même si ça dépend de quel point de vue on se place pour observer la chose. En fait, je parle surtout des Ducati. Soit on estime que c'est vachement cool parce que Ducati vient compléter les trous sur la grille, soit on estime que ça fait beaucoup trop 8 Ducati et qu'elles auront un net avantage sur les autres pour ce qui est de la récupération des données, des datas et donc du développement. Pour ça, après, c'est à vous de voir, chacun voit ça comme il veut. Mais qui dit nouvelle équipe dit forcément nouveau pilote. Alors, pour répondre à une question que vous vous posez sûrement, non, je ne vais pas faire un passage sur la grille en MotoGP en 2022. Tout simplement parce que je ferai un guide complet comme je l'ai fait l'année dernière et je le ferai juste avant le début des Grands Prix. Comme ça, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur les pilotes et les teams en 2022. Mais on va parler des petits nouveaux quand même en MotoGP puisqu'il y a des rookies et ils sont 5. Tout d'abord, Darin Binder qui sera coéquipier avec Andrea Dovizioso dans le team With You RNF Yamaha. Le vétéran de la catégorie avec le rookie qui vient de la Moto 3. Car oui, Darin Binder ne vient pas de la Moto 2 comme ses petits camarades, mais bel et bien de la Moto 3 directement, il a fait le grand saut comme Jack Miller autrefois. L'an passé en Moto 3, il finissait 7ème au général avec 2 podiums et aucune victoire. Voilà pourquoi aussi c'est un peu décrié. Deuxième rookie, Fabio Di Gianantonio dans le team Gresini en provenance de la Moto 2. Il était d'ailleurs dans ce même team l'an passé. Et retrouve donc le nom Gresini et sera aux côtés d'Enea Bastianini, mais certainement pas avec la même moto puisqu'il passe d'une Kalex Moto 2 à une Ducati MotoGP, après avoir fini 7ème au général en Moto 2 avec une victoire et 4 podiums. Un Italien arrive également dans la catégorie MotoGP en provenance de la Moto 2, Marco Bezzecchi, qui retrouvera d'ailleurs ses couleurs VR46 en rejoignant le team Muni VR46 et la fameuse Ducati. Il sera donc aux côtés de Luca Marini pour la saison 2022. Pour Bezzecchi, c'est une 3ème place au général avec une victoire et 7 podiums l'an passé en Moto 2, un joli palmarès qui lui décroche le Graal, la catégorie reine. L'un des 2 derniers rookies a fini vice-champion du monde Moto 2 en 2021 avec 8 victoires et 12 podiums, l'Espagnol Raúl Fernandez. Il passe du team Red Bull KTM à celui de Tech 3 KTM sous les ordres d'Hervé Poncharal. Et s'il se montre aussi performant qu'il l'a été durant les premiers tests MotoGP, il risque de très vite faire mal. Pour finir, celui qui était coéquipier de Raúl Fernandez l'an passé chez Red Bull KTM en Moto 2 et qui le sera encore en 2022 chez Tech 3 KTM en MotoGP, Rémi Gardner, le champion du monde Moto 2 2021. 5 victoires, 12 podiums et un titre pour lui et boum, c'est le passage en MotoGP en toute logique. Il sera donc le 5ème et dernier rookie présenté. Et bien voilà pour les nouveautés 2022, le règlement, les circuits, les teams et les pilotes. Je pense que là on a fait le tour, vous êtes prêts à entamer cette saison 2022. Quoique, pour les retardataires, je ferai quand même une vidéo spéciale la grille 2022 en MotoGP. En parlant aussi de la Moto 2, de la Moto 3 et de tous les circuits sur lesquels vont s'affronter les pilotes. En attendant, j'espère que cette longue vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de la tourner, j'espère vous avoir appris pas mal de choses. Et dites-moi dans les commentaires, mais normalement, je pense que vous êtes à jour sur tout ce qu'il faut. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et V à tous.